Commençons par un petit rappel historique. La maladie de Parkinson était en fait reconnue depuis l'Antiquité. Dans la civilisation indienne antique, sous le nom de Kampavata, et dans la civilisation romaine aussi, Galien l'appelait la paralysie agitante. Mais ce n'est qu'en 1817 que Sir James Parkinson a présenté 6 observations de cette maladie dans son essai sur la paralysie tremblante. Et Charcot, en 1872, a reconnu les travaux de James Parkinson et proposa le nom de maladie de Parkinson qu'on utilise jusqu'à ce jour. La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative très fréquente. C'est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Elle touche environ 1 million de nouveaux patients chaque année dans le monde. L'âge de début moyen de cette maladie est 60 ans, mais il y a aussi des patients âgés inférieurs de 40 ans et même des formes précoces de la maladie chez des patients inférieurs à 20 ans. On va passer rapidement à la physiopathologie que Mme Benjbar a excellemment expliquée. Donc, la maladie de Parkinson est causée par une destruction des neurones dopaminergiques du locus niger, sachant que les symptômes moteurs de la maladie n'apparaissent qu'après une destruction de plus que de 80% des neurones dopaminergiques. La cause de cette destruction est encore inconnue. Il y a plusieurs théories en cours, mais ça reste probablement une maladie multifactorielle mettant en jeu des facteurs environnementaux et des facteurs génétiques. Plusieurs mutations ont été identifiées en rapport avec la maladie de Parkinson. Les plus fréquentes sous nos yeux, c'est les mutations, les gènes PARC1, PARC2, PARC6 et PARC8. Passons à la clinique de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est caractérisée par 4 signes cardinaux, à savoir le tremblement, la rigidité et la bradykinésie qui définissent le syndrome parkinsonien ou le parkinsonisme associé à une instabilité posturale. Sauf que les signes de début sont souvent insidieux et peu évocateurs. La maladie peut commencer par une fatigabilité, des crampes, des douleurs vagues. Les signes de début sont souvent trompeurs, faisant évoquer des pathologies rhumatismales ou bien des pathologies psychiatriques, d'où le retard diagnostique de cette maladie. Passons aux signes cardinaux de la maladie de Parkinson. Le tremblement. Le tremblement parkinsonien est un tremblement de repos qui disparaît au cours de l'action et durant le sommeil. C'est un tremblement long, entre 4 à 8 cycles par seconde, de faible amplitude. Il est facilité par les émotions, le stress, la concentration intellectuelle. Le tremblement est souvent unilatéral au début, ou quand il est bilatéral, il serait asymétrique. Il prédomine aux membres supérieurs, surtout en extrémité, donnant le mouvement d'émiettement. Plus rarement, le tremblement intéresse les membres inférieurs ou la mâchoire, mais jamais la tête, qui le différencie du tremblement essentiel. Pour la bradykinésie, elle se définit par un trouble de l'initiative du mouvement avec une lenteur et une rareté de l'exécution. Chez le patient parkinsonien, on a une diminution de l'expression gestuelle automatique avec une marche avec rareté de balancement des bras, une amimie au visage avec rareté de clignement des yeux, une dysarthrie monotone et des troubles de l'écriture avec micrographie, et une difficulté à exécuter les mouvements rapides et alternatifs recherchés par les manœuvres des marionnettes. Pour la rigidité chez le patient parkinsonien, il s'agit d'une hypertonie plastique en tuile du plomb. Elle peut être sensibilisée par la manœuvre de Froment. Elle cède par à-coup, donnant ce phénomène de la roue dentée. La rigidité prédomine sur les fléchisseurs, donnant un aspect général de patient courbé en avant, la fameuse cantochormie. Cette rigidité se majeure à la fatigue et au froid, mais s'atténue durant le sommeil.
La rigidité explique aussi les déformations posturales et les douleurs chez les parkinsoniens. Le quatrième signe cardinal de la maladie de Parkinson, c'est l'instabilité posturale. Il y a une perte des réflexes de posture avec à la marche un demi-tour décomposé et une attitude générale en rétropulsion. L'association de la rigidité et de l'hypokinésie donnera aussi des troubles de la marche à type de marche à petits pas, des freezing, des festinations, un rétrécissement du polygone de sustentation et un stade plus évolué de la maladie avec les troubles de l'équilibre, on note des chutes fréquentes. À noter que les signes moteurs ne sont que la partie visible de l'iceberg. Madame Benjbara a parlé des signes non moteurs qui sont très importants au cours de la maladie de Parkinson. Ils précèdent les signes moteurs et donnent le stade prodromal. Ils précèdent les signes moteurs de plusieurs années. Parmi les signes non moteurs, notons les troubles de l'olfaction, l'hyposmie trouvée chez environ 80% des Parkinsoniens, et elle peut précéder les signes moteurs d'environ 4 ans. Les troubles de sommeil, les RBD, trouvés chez environ 50% des Parkinsoniens, avec des rêves animés, agitation verbale ou motrice nocturne, des errances et des cauchemars. Ces RBD précèdent les signes moteurs de plus de 10 ans en moyenne. Il y a aussi les signes neurovégétatifs, comme la constipation retrouvée chez 50 à 80% des Parkinsoniens. Elle est de faible spécificité, mais elle précède de plus de 12 ans l'installation des signes moteurs. Il y a les troubles psychiques à type de dépression et d'anxiété, d'apathie, et d'autres signes aussi à type de troubles neurovégétatifs, hypersialorée, hypotension orthostatique ou des troubles moteurs à type d'acathésie. Sachant qu'il faut reconnaître que dans la maladie de Parkinson, il y a des signes négatifs très importants à rechercher. L'absence de déficit moteur ou sensitif, l'absence d'un syndrome pyramidal, l'absence d'un syndrome cérébelleux, l'absence de troubles oculomoteurs et l'absence de chute précoce. Pour le diagnostic de la maladie de Parkinson, il y a plusieurs critères diagnostiques établis, mais il reste un diagnostic purement clinique. La confirmation serait faite par l'examen anatomopathologique. Parmi les critères établis, on note les critères de Hughes de 1992 et les critères de Gelb de 1999. Pour les critères de Hughes, il s'agit de retenir le diagnostic sur 3 étapes. La première étape, il faut faire le diagnostic d'un syndrome parkinsonien, rechercher la bradykinésie avec au moins un critère parmi les 3 autres signes cardinaux, à savoir la rigidité, le tremblement de repos et l'instabilité posturale. En deuxième étape, il faut rechercher des critères d'exclusion, les diagnostics différentiels de la maladie de Parkinson, à savoir les AVC ischémiques, les traumatismes crâniens, les encéphalites, les autres diagnostics de syndrome parkinsonien plus. Et en dernière étape, rechercher les critères évolutifs positifs en faveur de la maladie de Parkinson. Au moins 3 parmi les critères cités: un début unilatéral, un tremblement de repos, une évolution lentement progressive, une persistance d'une asymétrie et des symptômes prédominantes du côté initialement atteint, une réponse à la aile de pas à 70 à 100%, des mouvements choréiques sévères induits par la aile de pas, une sensibilité à la aile de pas supérieure ou égale à 5 ans et une évolution clinique sur plus de 10 ans. Passant aux critères de Gelb et Hall, établis en 1999, il y a 2 types de signes à rechercher. Le groupe A, les signes en faveur de la maladie de Parkinson, les 4 signes cardinaux de la maladie, et le groupe B, les signes suggérant un diagnostic différentiel. Pour établir un diagnostic possible, il faut au moins 2 critères A en faveur de la maladie de Parkinson et aucun des critères B. Pour un diagnostic probable, il faut
au moins 3 critères A et aucun critère B, avec des symptômes évoluant depuis plus de 3 ans. Et pour une maladie de Parkinson définie, il faut tous les critères d'une forme possible avec une confirmation histopathologique. Notons que ces critères, aucun de ces critères n'a obtenu une unanimité pour l'usage international. Ces critères ne prennent pas en considération les signes non moteurs de la maladie et ne prennent pas en considération les avancées dans les domaines de biomarqueurs et de l'imagerie fonctionnelle. Donc, en 2014, comme a dit Dr Benjbara, il y a le groupe Task Force MDS qui a établi de nouveaux critères pour la maladie de Parkinson, les critères de 2015. Pour retenir la maladie de Parkinson, il faut retenir un syndrome parkinsonien, un parkinsonisme avec une bradykinésie associée à un tremblement de repos ou une rigidité, ou bien les deux. Il faut l'absence de critères d'exclusion, au moins 2 critères de soutien et pas de drapeau rouge pour un diagnostic établi de maladie de Parkinson. Pour un diagnostic probable de la maladie de Parkinson, il faut toujours aucun critère d'exclusion, absence de drapeau rouge, ou bien s'il présente d'un drapeau rouge, il faut avoir un critère de soutien qui le contrebalance. Donc si on a un drapeau rouge, il faut un critère de soutien. Si on a 2 drapeaux rouges, il faut 2 critères de soutien qui le contrebalancent. Voyons les critères de soutien. C'est clair ici. Les critères de soutien. Il faut une réponse bénéfique au traitement dopaminergique. Cette réponse soit avec une amélioration de 30% à l'échelle EPDRS, ou bien aussi une réponse subjective rapportée par le patient suffit pour avoir ce critère. La présence de dyskinésie dopa-induite aussi, c'est un critère de soutien pour la maladie de Parkinson. Le tremblement de repos d'origine parkinsonienne. Et les signes non moteurs ici, la présence de troubles olfactifs et les signes d'examen complémentaire, une scintigraphie cardiaque à l'MIBG qui est en faveur. Passons aux critères d'exclusion. Pour avoir un diagnostic de maladie de Parkinson selon les critères de 2015, il ne faut aucun critère d'exclusion. Le syndrome cérébelleux, les troubles cérébelleux, c'est un critère d'exclusion. Les troubles de la vision, de l'oculomotricité verticale, la vision vers le bas. Un trouble de comportement faisant évoquer une démence frontotemporale ou bien une aphasie en rapport avec une aphasie progressive primaire, c'est un critère d'exclusion. Une maladie de Parkinson réduite au membre inférieur seulement sur plus de 3 ans. Il faut éliminer le parkinsonisme induit par les médicaments. L'absence de réponse à la L-DOPA, c'est un critère d'exclusion aussi. La présence de troubles sensitifs corticaux, d'apraxie idiomotrice ou bien d'aphasie. L'absence de troubles à l'imagerie fonctionnelle en faveur d'un déficit dopaminergique présynaptique. Mais ce critère, on ne peut pas l'utiliser en Tunisie, on ne dispose pas de cette imagerie fonctionnelle. Et une autre maladie qui peut expliquer les symptômes de ce patient. Pour retenir le diagnostic d'une maladie de Parkinson, il faut qu'on ne retrouve aucun de ces critères d'exclusion. Passons au drapeau rouge. Pour le drapeau rouge, il y a une évolution rapide des troubles de la marche avec utilisation d'une chaise roulante en moins de 5 ans d'évolution. Une stabilité des signes moteurs avec non-évolution sur plus de 5 ans.
des troubles bulbaires précoces à type de dysphonie, dysarthrie, une dysfonction inspiratoire de la respiration, des troubles dysautonomiques sévères présents dès les premiers 5 ans de la maladie, des chutes fréquentes pendant les 3 premières années de la maladie, une attitude dystonique, une absence des signes non moteurs. Quand le patient ne présente aucun signe non moteur, c'est un drapeau rouge pour la maladie de Parkinson. Un syndrome pyramidal, même s'il est expliqué par une autre pathologie. Et un syndrome parkinsonien bilatéral et symétrique dès le début de la maladie, sans prédominance d'un côté. Ce sont les drapeaux rouges. Quand on a 1 ou 2 drapeaux rouges, il faut avoir 1 ou 2 critères de soutien pour les contrebalancer, pour avoir un diagnostic de maladie de Parkinson probable dans ce cas. Donc, en conclusion, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative fréquente. Elle est caractérisée par les 4 signes cardinaux qui sont le noyau moteur de la maladie, mais il y a aussi des signes prémoteurs, prodromaux, qui précèdent les signes moteurs. On voit actuellement des nouveaux critères diagnostiques. Peut-être on va les utiliser dans les quelques années à venir. Et merci pour votre attention.